Aujourd'hui, 24 heures dans la vie de Patrick Modiano. Et c'est à Paris que la scène se passe. Paris, qui est bien sûr un des personnages principaux de l'œuvre de Patrick Modiano, depuis La Place de l'Étoile, son premier roman, jusqu'à l'Horizon, ce beau et secret roman qui est paru en février dernier. Paris, que Patrick Modiano parvient à conjuguer à tous les temps, les mêlant, les superposant, les hallucinant, pourrions-nous dire. Et c'est là la force et la beauté de toute son œuvre. Dora Bruder, Livret de famille, Un pédigré, La petite bijou, Dans le café de la jeunesse perdue, L'Horizon, ce sont tous des livres qui se font signe, qui se répondent et qui conversent entre eux. Voici la première page de L'Horizon. Depuis quelque temps, Bosmans pensait à certains épisodes de sa jeunesse, des épisodes sans suite, coupés nets, des visages sans nom, des rencontres fugitives. Tout cela appartenait à un passé lointain, mais comme ces courtes séquences n'étaient pas liées au reste de sa vie, elles demeuraient en suspens, dans un présent éternel. Il ne cesserait de se poser des questions là-dessus, et il n'aurait jamais de réponse. Ces bribes seraient toujours pour lui énigmatiques. Il avait commencé à en dresser une liste en essayant quand même de retrouver des points de repère, une date, un lieu précis, un nom dont l'orthographe lui échappait. Il avait acheté un carnet de Moleskine noir qu'il portait dans la poche intérieure de sa veste, ce qui lui permettait d'écrire des notes à n'importe quel moment de la journée, chaque fois que l'un de ses souvenirs à éclipse lui traversait l'esprit. Il avait le sentiment de se livrer à un jeu de patience, mais à mesure qu'il remontait le cours du temps, il éprouvait parfois un regret. Pourquoi avait-il suivi ce chemin plutôt qu'un autre ? Pourquoi avait-il laissé tel visage ou telle silhouette, coiffée d'une curieuse toque en fourrure et qui tenait en laisse un petit chien, se perdre dans l'inconnu ? Un vertige le prenait à la pensée de ce qui aurait pu être et qui n'avait pas été. Ma Lilliputienne, je t'ai revu mais tu avais vieilli. Tu étais dans un bar de la rue de Provence, toute seule sur ta banquette, devant ton whisky. Tes cheveux étaient gris, tu portais de travers une casquette de marin de plaisance. Tu ne m'as pas reconnu, moi aussi j'avais dû prendre un coup de vieux. Ma Lilliputienne, tous les deux nous n'étions plus très fringants. Moi dans mon costume blanc, le même depuis 20 ans. Toi toute recroquevillée, plus naine que jamais. Merci Patrick Modiano, merci en tout cas de nous faire entrer dans une de vos journées, une de vos heures plutôt, chez vous, donc entouré de livres dans votre bureau. Oui, enfin c'est une accumulation de livres, mais en fait c'est pas tellement par goût de collectionner, mais c'est plutôt des choses dont j'ai besoin. Mais enfin, évidemment, quelquefois je préférerais ne pas être dans des endroits complètement vides, en fait. Oui. Oui, là c'est des accumulations de boîtes de livres, dans des caisses. Enfin, c'est pas du tout par un goût d'accumuler les choses, c'est parce que c'est un peu comme des ateliers de peintre où il y a de désordre et tout ça, alors que moi je préférais plutôt les choses sans aucun rien. Enfin. Oui. En même temps, il y a un ordre secret toujours. Oui, parce que pour retrouver certains livres ou pour retrouver certaines on est obligé de mettre de l'ordre parce que souvent j'arrive plus même à retrouver des choses que je cherche. On est presque au cœur d'ailleurs de votre façon de travailler, parce que quand vous dites rechercher des choses que vous avez peut-être mis dans un coin, oui, ou rechercher, ça peut être aussi des visages, des lieux, des rues, des moments. Et j'aime beaucoup quand vous dites que peut-être tout ça existe encore, tout ça a sa propre autonomie, les phrases que les gens se sont dit un jour, elles existent, il suffit d'attendre, d'aller les chercher ou d'aller à leur rencontre, que tout serait vivant encore.
Oui, que tout est un peu intemporel, oui, que ce qui a eu lieu, finalement, a lieu éternel, enfin, comme une sorte d'éternel retour, en fait, oui. C'est un sentiment que j'avais pas quand j'étais plus jeune, mais peut-être avec les années, on a l'impression que oui, tout devient temporel, que les temps se mélangent, en fait. Même quand on a une sorte d'impression, une première impression que certaines personnes, certaines choses ont disparu, mais il y a une sorte enfin, presque des techniques de captage, enfin de très perfectionnées, on arriverait à retrouver, on pourrait oui, comme une sorte d'éternel retour en fait, comme tout ce qui est impressionné sur la pellicule peut sans arrêt repasser. Là, on a, mais c'est peut-être une utopie, mais en fait. Peut-être pas, en fait, c'est une impression que j'ai souvent. En fait. Oui, on sent que c'est vraiment une façon de vivre aussi le réel, les rêves, le temps, de traverser le temps pour vous, parce qu'il y a quelque chose aussi d'inchangé oui. dans vous. Oui, c'est-à-dire que c'est souvent à cause des lieux, certains lieux qui restent, et on a l'impression finalement que vous allez pouvoir retrouver certaines personnes qui ont dans certains quartiers comme ça qui ont disparu, mais peut-être que c'est peut-être une époque, peut-être que je suis prisonnier d'une époque dans laquelle je vis où c'est encore possible de retrouver certains endroits comme ça, mais évidemment dans certaines autres villes de pays plus lointains, évidemment tout disparaît. Alors, mais peut-être quelqu'un qui vit dans des villes où brusquement en 10 ans tout est changé, peut-être que il éprouve à peu près ce que j'éprouve, mais d'une manière différente, mais ça revient peut-être au même, en fait. Oui, c'est un vrai, finalement, tous vos livres, Patrick Modiano, sont un vrai travail presque collectif aussi. Je trouve que c'est à la fois très personnel, c'est votre regard, votre façon de bouger dans le temps, d'attraper le réel, et en même temps, ça correspond aussi à quelque chose de simplement humain, de vouloir sauver ce qu'on a vu, de vouloir être témoin de ce qu'on a vu, et peut-être de façon collective aussi. Oui, parce qu'au fond, on est toujours tributaire de la date de sa naissance, de l'époque dans laquelle on vit. J'ai toujours eu l'impression que si c'était pas moi qui avais écrit les livres que j'écris, ce serait tombé sur un autre qui serait né la même année ou au même endroit. Enfin, d'être né dans telle ville, de la période ou de l'endroit où on est né. En fait. 45, c'est vrai que c'est une belle année dans le siècle en même temps. C'est une année frontière où on peut regarder le passé, l'avenir, l'horizon, comme vous dites. Oui, c'était un peu bizarre parce que c'était une année à la fois où tout était en ruine et souvent des gens qui sont nés à cette époque étaient un peu le fruit du chaos initial, enfin de ce qui avait précédé. Donc c'est pour ça que quelquefois, je pense que cette forme j'allais dire de littérature, c'est un grand mot, mais de tout ce qui transparaît dans mes livres sont quand même conditionnés par quelquefois, quand je lis évidemment des romans du 19e siècle, des romans anglais ou russes, j'ai une sorte de nostalgie, quand ils décrivent des paysages, tout ça. Enfin, oui, tout dépend évidemment. Des conditions dans lesquelles on est né, à quelle période, et ça conditionne quand même le genre de littérature qu'on fait aussi. Si on était né dans d'autres conditions, ce serait une littérature totalement différente qui serait pas liée sur la disparition, les recherches, une sorte d'incertitude comme ça. Ce serait une littérature où il y aurait des paysages, tout ça, ça dépend des hasards de la vie. Enfin. Oui, vos livres parlent beaucoup, évidemment, des lieux, des personnes disparues, mais c'est en soi une ville. Je trouve que tous vos livres sont vraiment comme une ville qui s'est construite peu à peu avec des quartiers, des noms qu'on retrouve d'un livre à l'autre. On croit que justement on n'est pas passé par là, par ce nom, et puis hop, il revient comme Bossuet qui était déjà dans d'autres livres et qui réapparaît autrement. Moi je me promène en fait dans tous vos livres comme dans une ville en soi.
Oui, finalement c'est toujours le même livre, mais c'est écrit d'une manière un peu. C'est ça qui fait la différence avec des œuvres beaucoup plus charpentées, comme on pouvait en écrire au début du. Oui, là c'est des espèces de. C'est par intermittence. Enfin, c'est des choses qui reviennent comme ça, sans que je m'en rende très bien compte, qui forment une unité, mais sans très bien que je me rende compte, qui se répètent d'un livre à l'autre en étant légèrement modifié, mais sans que je m'en rende très bien compte. Alors, des vagues, comme des vagues, oui. Oui, comme des espèces de ressacs, oui, de vagues. Et vous travaillez beaucoup en marchant aussi? Vous allez sur les lieux ou avec des cartes, avec des annuaires ou les deux? En fait, c'est plutôt des impressions que j'ai eues assez jeune, enfin dans l'enfance ou l'adolescence, des impressions par exemple de Paris, et donc c'est des choses que j'ai intériorisées, et qui sont devenues comme une ville intérieure. C'est-à-dire, c'est pas tellement une nostalgie pour une période précise, mais c'est plutôt des impressions assez fortes que j'ai eues de Paris entre mon enfance et mon adolescence, parce que c'était un Paris évidemment qui ne correspond pas à celui d'aujourd'hui. On pouvait avoir des espèces d'impressions assez fortes. C'était une ville assez étrange, mais en même temps, c'est pas du tout. Quand j'écris, c'est pas pour faire ressurgir le Paris des années 50 ou début 60 que j'ai connu, mais c'est devenu presque une ville intérieure en fait, où j'ai projeté mes propres. C'était Quai Conti que vous êtes né? Oui, je suis né dans ce qui paraît bizarre. Maintenant, quand on revoit ce quartier du 6e arrondissement, qui est complètement méconnaissable par rapport à celui que j'ai connu dans mon enfance, c'est-à-dire que c'est très bizarre parce que quand je me promène, par exemple, dans ce quartier que j'ai longtemps fui parce que ça me rappelait des souvenirs aussi un peu douloureux, c'est-à-dire que j'ai une impression très bizarre parce que, vous savez, c'est comme des gens quelquefois, qui ont des animaux qu'ils aiment beaucoup et après leur mort, ils les font empailler et donc, quand je traverse ce 6e arrondissement que j'ai connu dans mon enfance, j'ai l'impression comme un animal, comme si il était empaillé. Enfin, évidemment, le quartier n'a pas été détruit comme on détruit des quartiers périphériques, donc il reste la plupart des bâtiments, mais en même temps, j'ai une impression très bizarre, comme s'il était empaillé, parce que ça correspond plus du tout à ce que c'était, parce que c'était un quartier assez qui n'était pas luxueux spécialement comme il est aujourd'hui. La rue Dauphine était une rue, je veux dire, c'était presque il y avait des meublés, des hôtels comme il pouvait. C'était aussi populaire. Enfin, il y avait un mélange de. Oui, c'était populaire, c'est-à-dire que parce que bien sûr il y avait 2 ou 3 cafés de Saint-Germain-des-Prés où se réunissaient les gens de Saint-Germain-des-Prés, mais tout le reste c'était plutôt un quartier pas du tout comme il est maintenant en fait. Alors de temps en temps il y a de vagues. Au coin d'une rue comme ça, il y a je retrouve un vague sentiment que c'était, mais en fait, autrement j'ai une impression très étrange comme si ça avait été empaillé, enfin, comme s'il y avait plus de. Mais en fait, très vite, à partir de mon enfance ou même dans mon adolescence, j'ai été vers d'autres quartiers où j'ai ressenti des impressions peut-être plus fortes que dans celui-là, et enfin, où ce qu'on peut appeler le fantastique social, je sais pas comment l'appeler, était plus puissant que dans ce quartier où je suis né, en fait. Oui, j'aime bien cette expression, le fantastique social, ça va bien aussi avec vos livres. Le fantastique, parce qu'il y a quelque chose du quotidien qui est complètement halluciné. On ne sait pas si on est somnambule dans le temps, ou avec des choses en même temps très très précises, très concrètes. Et c'est ce mélange d'incertitude et de précision qui fait aussi qu'on est pris par vos livres. Oui, parce qu'en fait, c'était peut-être lié à des impressions de Paris, de cette époque où peut-être que ça existe sous une autre forme aujourd'hui, mais il y avait des zones qui étaient
à la fois très réel et en même temps où il y avait une sorte de fantastique social immédiat, c'est-à-dire par exemple quand les Halles existaient encore, ou le quartier de Pigalle, ou même l'avenue des Champs-Élysées qui était un peu différente de ce qu'elle est maintenant. Il y avait, pour quelqu'un de très jeune, il y avait une sorte de chose, il y avait des impressions très fortes qui faisait que oui, il y avait tout de suite un fantastique social que j'ai éprouvé quand j'étais enfant ou adolescent, et c'était aussi décuplé par l'impression que à cet âge-là, quand on se promenait seul dans Paris, on avait l'impression de faire quelque chose qui était interdit, parce que si on se prenait seul à partir d'une certaine heure, c'était quelque chose qui était interdit pour des enfants ou des gens très jeunes, donc il y avait une sorte de sentiment de peur qui décuplait cette espèce de fantastique social, en fait. Mais ça doit être pareil pour des gens très jeunes maintenant, et pour d'autres, sous d'autres formes, sans doute. Oui, il y a toujours cette peur que quelque chose surgisse, que quelqu'un qui vous a suivi toute votre vie, enfin je dis vous au personnage aussi, arrive, il y a comme une menace aussi, donc il n'y a jamais de répit, en fait. Il y a toujours un halètement presque. Oui, ça aussi, c'est des impressions d'enfance ou d'adolescence, et avec cette espèce de chose bizarre, c'est que la majorité était à 21 ans, de sorte que jusqu'à l'âge pratiquement de 21 ans, on en avait l'impression de faire tout d'une manière clandestine. Alors, dans cette ville de Paris, où ça aurait été une autre ville, ou Londres, ou une autre ville, on avait des gens de mon âge, on avait toujours enfin, moi en particulier, j'avais toujours l'impression d'être une sorte de clandestin, de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, ou un climat où on était toujours sur le qui-vive, en fait, parce qu'on avait le droit de rien faire, et que donc on vivait un peu en fraude, enfin, donc il y avait une impression très bizarre, ce qui accentuait encore le caractère un peu mystérieux de la ville, en fait. Et puis aussi, Patrick Modiano, dans vos livres, dans Pénigré notamment, vous racontez aussi cette enfance complètement fantastique, on peut le dire. Je ne sais pas si vous avez eu conscience tout de suite en écrivant vos premiers livres que c'était cette matière aussi qui était forte et qui vous a donné aussi quand vous décrivez aussi votre père qui faisait des choses dans les hôtels, des rendez-vous, ça aussi, il y avait ce côté clandestin et ouvert en même temps. Oui, c'est-à-dire que en même temps, j'ai toujours regretté, en écrivant un pédigré, j'ai toujours regretté, parce que ce qui m'émouvait quand je lisais des souvenirs d'enfance ou des choses autobiographiques, des écrits autobiographiques de certains écrivains, ce qui était aussi émouvant, c'était quand ils parlaient de leur enfance, que leur enfance avait été cohérente avec... C'était assez émouvant aussi, cette espèce quand les enfants sont comme un paradis perdu, quand il y a quelque chose de cohérent. En fait, ce qui était bizarre dans mon enfance, c'est que comme je me trouvais souvent dans des endroits qui n'étaient pas, enfin, des gens qui n'étaient pas mes parents, ou des endroits dans lesquels on m'expédiait chez d'autres gens. Enfin, c'était, si vous voulez, sur le moment, ça me semblait, parce que les enfants finalement ne s'étonnent de rien, même s'ils sont souvent dans des circonstances un peu bizarres, mais c'est rétrospectivement que mon enfance m'a toujours semblé énigmatique, parce que j'essayais de comprendre, j'essayais de reconstituer les endroits où les gens qui m'avaient entouré pendant l'enfance et qui n'étaient pas mes parents. Et donc il y avait toujours quelque chose d'énigmatique a posteriori. Donc c'est peut-être ça qui m'a donné une sorte de penchant vers... inconsciemment, j'essayais de résoudre des énigmes. Par exemple, très jeune, je me suis trouvé j'avais un frère, puis après je l'ai perdu, mais enfin, on se retrouvait toujours dans des endroits un peu incohérents. Alors, une année, c'était pendant 2 ans sur la côte basque, ensuite dans une maison aux environs de Paris, avec des gens que on savait vaguement que c'était des gens que connaissaient nos parents, mais en fait, on savait pas très, on changeait d'école et donc il y avait toujours un côté interrompu. Si vous voulez, c'est comme quand on n'a pas le temps quand il y a certaines phrases qui ont été interrompues, vous demandez toujours qu'est-ce qu'a voulu dire et donc il y avait toujours des situations un peu énigmatiques. Et donc,
après, a posteriori, je me posais des questions, et donc ça m'a donné peut-être une sorte toujours de recherche, d'incertitude, et aussi liée à mes parents, parce que comme je ne les avais pas vus souvent, les rares fois où je les voyais, je me posais des questions sur ce qu'ils faisaient, les rares fois où j'accompagnais mon père dans des rendez-vous, je trouve il y avait quelque chose de bizarre que je n'arrivais pas à... Sur le moment, quand on est un enfant, on accepte tout, mais c'est après, je revoyais certains visages, enfin des gens avec qui il avait rendez-vous, où je l'accompagnais, tout ça, et j'essayais de résoudre des énigmes, quelles étaient ces personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient, enfin, donc ça m'a donné une certaine, c'est vrai, une fois que j'ai écrit, c'est comme un pli qui est pris, ça m'a, j'aurais pu écrire des romans policiers, il y avait toujours quelque chose d'énigmatique, en fait. J'aime beaucoup aussi quand votre père vous dit, à un moment, vous citez cette phrase, les rares conseils qu'il vous a donnés, parce qu'il vous en a pas donné beaucoup. Fais attention aux détails. Oui, fais attention, parce que moi, au fond, c'est pas ce qui m'a perdu, mais ce qui m'a fait échouer certaines choses, c'est que je ne faisais pas attention aux petits détails. Alors, ça, c'est aussi... C'est lui qui disait ça. C'est lui qui disait ça. Alors, c'est une phrase qui m'a semblé très énigmatique, parce que c'était une des rares phrases d'ordre général un conte. Et donc, sur le moment, je sais pas, je devais avoir 10, 11, j'ai pas très bien compris ce qui... Et donc, cette phrase m'a poursuivi pendant une certaine période, et après, j'ai cru comprendre ce qu'il voulait me dire, mais là aussi, cette phrase est restée longtemps énigmatique, mais tout chez lui me semblait énigmatique, les gens, ou alors aussi certaines phrases que j'entendais, tout ça me semblait très énigmatique, en fait. Mais en fait, ce qui est curieux, c'est que je pense que si les choses ne sont pas énigmatiques dans son enfance, ça peut être aussi magnifique. Je veux dire, les souvenirs d'enfance de Tolstoï, où tout est... Et même certaines enfances malheureuses, quelquefois sont cohérentes, mais là, il y avait un côté... En fait, le seul mot qui est le plus exact, c'est énigmatique, en fait. Il y avait toujours une espèce d'incertitude, de visage qu'on voyait un certain temps, puis qui disparaissait. Alors, on se posait des questions, évidemment. Je me posais des questions, mais si ça avait été une enfance plus équilibrée, ça aurait pu aussi fournir matière à une littérature émouvante. Mais là, évidemment, c'était un côté un peu discontinu, en fait. Et c'est ce discontinu aussi que vous avez tenu, en fait, en écrivant Pédigré. À quel moment vous vous souvenez de ce qui vous a poussé à écrire Pédigré? Parce que même si c'était présent, mais il y a comme ça un moment, on sent comme si vous arrachiez quelque chose et que là, il fallait le dire par instantané, comme ça, par discontinuité et force. Oui, en même temps, ce qui était terrible en écrivant Pédigré, c'est que je me suis rendu compte que j'aurais voulu, c'est horrible parce que c'était un texte soi-disant autobiographique. Alors dans mon rêve, j'aurais voulu pouvoir écrire une autobiographie. Enfin, c'est compliqué parce que, en fait, ce livre est un livre autobiographique, mais en même temps, ce qui est un peu triste, c'est que en l'écrivant, je voulais me débarrasser de choses c'est horrible à dire, mais qui m'étaient à la fois étrangères et en même temps qui m'avaient fait souffrir, c'est-à-dire, mais qui m'étaient étrangères, et j'aurais préféré écrire un texte autobiographique, pas de choses qui m'auraient été, d'être en accord avec mon enfance, c'est-à-dire ou avec une enfance, au lieu d'expulser des choses qui vous sont étrangères, d'être dans un ton d'autobiographie plus serein. Enfin, mais là, évidemment, c'était des choses dont je voulais me débarrasser, comme si j'avais l'impression que c'était des choses qu'on m'avait imposées. C'est horrible de dire ça, mais des choses qui n'étaient pas vraiment moi-même, en fait. Donc, en même temps, c'était pas vraiment une vraie autobiographie au sens où la plupart des personnes écrivent parce que quand ils écrivent une autobiographie, ils sont en accord quand même avec quand ils parlent de leurs parents ou de leur enfance, il y a une sorte d'harmonie. Enfin, même si c'est une enfance malheureuse, il y a une
Un accord entre. Et là, j'avais l'impression que je voulais me débarrasser de choses. Que vous étiez en dehors, en fait. Oui, que j'étais en dehors, que c'était comme des corps étrangers, mais c'est ça qui est triste en même temps, parce que. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai écrit un texte qui était à peu près le double de celui qui est paru. Mais le problème, c'était que j'avais tendance, évidemment, à parler de certaines choses de choses plus intimes, où j'étais plus en accord avec ces choses-là. Et là, j'ai éprouvé une sorte de gêne. Alors, j'ai retranché ça pour garder simplement les choses qui m'étaient un peu étrangères et que je voulais expulser. Donc, c'est pour ça que ça donne une impression presque de... Une pulsation comme ça. Et vous êtes plus proche finalement de personnages, de femmes, ou enfin de personnages que vous inventez ou que vous recréez à partir de... Là, vous vous sentez plus en accord, vous les défendez plus, on peut dire. C'est-à-dire que, bizarrement, je me sens plus proche de l'autobiographie que j'aurais pu écrire. Je suis plus près de l'autobiographie dans mes romans, en fait. Oui. Et dans un pédigré, c'est plutôt des choses qui m'ont fait du mal, mais qui m'étaient un peu étrangères, en fait. Je ne sais presque rien de ces gens, pensa Bosmans, et pourtant, les rares souvenirs qu'il me reste d'eux sont assez précis. De brèves rencontres où le hasard et la vacuité jouent un rôle plus grand qu'à d'autres âges de votre vie. Des rencontres sans avenir, comme dans un train de nuit. Il se créait souvent une certaine intimité entre les voyageurs dans les trains de nuit de sa jeunesse. Oui, j'ai l'impression que nous n'avons cessé, Margaret et moi, de prendre des trains de nuit, de sorte que cette période de nos vies est discontinue, chaotique, hachée, d'une quantité de séquences très courtes, sans le moindre lien entre elles. Et l'un de nos brefs voyages qui m'a le plus frappé, c'est celui que nous avons fait avec le docteur Poutrel, Yvonne Gaucher et le petit Peter comme il l'appelait, mais que nous préférions, toi et moi, appeler tout simplement Peter. Impossible de mettre de l'ordre là-dedans, 40 ans après. Il aurait dû s'y prendre plus tôt, mais comment retrouver maintenant les pièces manquantes du puzzle ? Il fallait se contenter des quelques détails, toujours les mêmes. Et comment vous travaillez, Patrick Modiano, quand vous dites que, par exemple, là, vous avez enlevé la moitié parce que ça n'allait pas, effectivement, avec le ton que vous vouliez donner, mais comment vous avancez, vous prenez beaucoup de notes, vous avez des schémas que vous faites En fait, non, c'est-à-dire, parce que là c'était un peu particulier, c'était autobiographique, mais pour les romans, oui. Non, c'est-à-dire, il y a aucune... C'est un peu une démarche un peu à l'aveuglette, c'est-à-dire de commencer quelque chose sans très bien savoir. C'est-à-dire, il y a toujours une scène, une scène initiale très concrète comme ça. Alors, il y a un roman, je sais plus, ça devait être La Petite Bijou. J'imaginais une fille qui était dans le métro, qui croyait reconnaître sa mère, une femme qui avait une espèce de manteau jaune, je voyais très bien, c'était sur une ligne vers le château de Vincennes, donc je vois très bien visuellement. Et puis alors, il y a toujours une scène initiale où alors, dans ce dernier, j'imaginais quelqu'un qui attendait une autre personne vers 7 heures du soir à la sortie de bureau, du côté des grands boulevards ou du côté de la Bourse. C'est toujours quelque chose d'assez concret, mais ce qui est embêtant, évidemment, c'est qu'après, je suis complètement dans le vide, alors je sais pas très bien, c'est un peu comme quelqu'un qui conduit à l'aveuglette, qui sait pas très bien... alors, il y a des moments de découragement où je me demande si... Il faut pas abandonner, faire machine arrière, mais c'est toujours un peu ma nature, c'est-à-dire au lieu d'abandonner, c'est d'essayer c'est comme quand on glisse sur du verre, d'essayer toujours de rattraper la chose
Et donc, c'est un peu une manière de procéder assez pénible, en fait, comme quelqu'un qui, sans arrêt, comme si on a pris mal un virage, on essaye au dernier moment de... Ma nature, c'est pas de se décourager, enfin, c'est de trouver un moyen de continuer. Alors, il suffit quelquefois de supprimer une phrase ou de supprimer un mot, quelquefois, et brusquement, la chose vous paraît moins catastrophique. Donc, c'est un peu de l'artisanat. Oui, c'est comme... Je sais pas, peut-être qu'un couturier aussi, quelquefois, il voit une robe qui est mal, il suffit d'un coup de scie. Enfin, donc c'est sans arrêt un problème de rattrapage, de remise. Enfin, c'est pour ça que c'est pas très agréable comme travail. Mais alors, et aussi, c'est aussi une chose que je regrette souvent parce que pour avoir l'impulsion de continuer, c'est que je me sers de plusieurs choses que j'assemble les unes derrière les autres comme des wagons, mais dont chaque chose aurait pu, si je l'avais développé, peut-être, je regrette, parce que chaque chose aurait pu fournir matière à un roman, mais... Oui, on sent ça, par exemple, même si on Oui. prend l'horizon, Oui. On sent qu'à un moment, par exemple, vous dites, Mérové, ça me rappelle Oui, quelque c'est chose. ça, oui. Mais en fait, c'est une fausse piste, ça va pas Oui, être l'histoire de Non, par Mérové. exemple, Et c'est ça qui est il y a toujours extraordinaire. des fausses- Parce que, au départ, par exemple, je pense au dernier roman, L'Horizon, je voulais faire tout un roman sur cette fille qui était poursuivie sans qu'elle comprenne pourquoi par un personnage qui figure dans le roman qui s'appelle Boyaval, et j'imaginais tout le roman, c'était qu'elle est obligée de fuir ce personnage qui est sans arrêt, qui est comme une sorte de statue du commandeur. Elle a beau changer de ville, il est toujours là. C'est fantastique, ça. Oui, C'est une part de fantastique dans Oui. ce livre aussi. Oui, alors je voulais que ça soit tout le roman, mais alors après j'ai rajouté d'autres choses comme ça. Donc à chaque fois il y a un wagon supplémentaire qui arrive et c'est assez curieux, mais c'est aussi une manière de continuer à... C'est un peu un travail de... Oui, oui, vous êtes gentil, d'orfèvre, mais de bricolage aussi. Enfin, Vous parlez aussi à un moment de matière noire, justement, toute cette matière qui est infinie et qui serait aussi notre vie et dont on ne percevrait que une minuscule partie. Oui, parce que c'est des choses dont je me rends pas compte quand on est très jeune. On se rend pas compte parce qu'en fait, on vit d'une manière un peu instantanée. Alors, mais déjà, même assez jeune, j'avais cette impression, mais pas aussi forte que maintenant. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a une ligne quand même assez... Mais après, quand vous repensez à certaines périodes de votre vie, vous apercevez qu'il y avait... C'est noyé dans des flots de choses, des rencontres ou des situations qui se sont arrêtées, ou des rencontres, de brèves rencontres, ou des choses qui auraient pu se développer, mais qui ne se sont pas développées. Alors, toute votre vie vous apparaît, évidemment, tout ce que vous avez vécu vous apparaît assez clairement, mais à côté de ça, il y a toute une masse que j'appelle la matière sombre, avec où figurent des trucs qui vous reviennent, ou même des choses que vous avez oubliées, mais elles ont une marque sur vous. C'est-à-dire, c'est très bizarre parce qu'il y avait des carrefours, il y avait plusieurs routes que vous pouviez prendre, donc, ou des gens que vous avez rencontrés, que vous avez oubliés, tout ça, ça forme une espèce de masse, ou des choses que vous n'avez pas résolues, des énigmes, souvent des situations brusquement interrompues, des gens que vous avez plus revus, et tout ça, ça forme une masse de choses virtuelles qui font partie de votre vie, en fait. Il y a ce rêve aussi dans l'horizon, ce rêve justement qui apparaît au personnage Bosmans, et qui est justement ses parents, son père et sa mère qui arrivent ça c'est extraordinaire, hein, qui apparaissent dans n'importe quelle rue et qui vont lui demander de l'argent. C'est aussi presque ce que vous disiez. La part autobiographique aussi du roman, peut-être. Oui, c'est-à-dire que c'est des figures un peu exagérées que j'ai... Évidemment, là, ça devient presque... Là, on n'est plus de l'ordre du fantastique social, mais c'est presque de l'expressionnisme. C'est-à-dire, je me suis inspiré de gens, dans la vie réelle, mais je les ai démesurément caricaturés, comme dans un mauvais rêve, en fait,
Oui, parce que souvent, évidemment, on est inspiré par des choses de ce qui vous est vraiment arrivé, tout ça, mais qu'on développe d'une manière un peu fantasmagorique, en fait. Oui, c'est des choses que j'ai croisées dans ma vie. Des personnages qui poursuivent, en fait, là aussi. C'est aussi lié à des choses que j'ai éprouvées à cette époque, l'adolescent, tout ça, d'être toujours sur le qui-vive, en fait, de ne pas pouvoir c'est horrible à dire, mais souvent vos parents ou votre entourage peuvent être apaisants ou peuvent vous donner une certaine sûreté dans la vie, où vous pouvez trouver une sorte de protection, tout ça. Mais c'était toujours des impressions un peu d'être toujours sur le qui-vive que j'exprime inconsciemment aussi dans ce que j'écris, enfin des gens qui vous poursuivent ou des menaces qui planent. Mais quelquefois, évidemment, quand je relis pour corriger le livre, j'étais même étonné qu'il y ait toujours ce thème de quelquefois, oui, je me disais, mais c'est un peu trop, enfin, mais c'est inconsciemment, oui, on est prisonnier de certaines impressions comme ça. Oui, parce que je me disais, mais tous ces deux jeunes, ils ont toujours dans une sorte d'angoisse de gens qui les poursuivent, tout ça, et donc, oui, c'est presque d'une manière inconsciente que je... Et à un moment, justement, c'est le seul moment, alors je ne sais pas si c'est volontairement, à ce moment-là, vous dites « toi et moi ». Oui. Alors que c'est toujours une narration. Oui. Et c'est très très beau parce que ça apparaît tout d'un coup, toi et moi. Oui, parce que c'est toujours, la plupart des livres que j'ai écrits, c'est toujours la première personne. Mais là, c'était un récit, comme on dit, objectif à la troisième personne. Et ça m'a toujours un peu gêné parce que les récits, enfin les romans objectifs où on dit il entra, puis elle marcha vers on a toujours l'impression que le romancier est un peu comme Dieu le Père et qu'il est un peu le marionnettiste un peu de ses propres personnages, qu'il sait tous deux. Et donc, j'essayais de donner un peu de liberté aux personnages et de donner une sorte d'intimité. Et donc, oui, là, il y a toi et moi, mais où il y a brusquement la première... il y a une sorte de décrochage. Oui, c'est très beau. Oui, ou alors quelquefois c'est essayer de donner l'impression que les personnages du livre peuvent même s'échapper du cadre du livre, c'est-à-dire c'est un peu comme dans la vie finalement, où même les gens que vous connaissez le mieux, vous pouvez pas les suivre tout le temps. Il y a un moment où ils prennent un bus, ou alors il y a des moments où vous les quittez, vous savez pas très bien où ils vont. Enfin, il y a toujours un mystère sur les gens, même les plus proches. Ils sont pas toujours avec vous. Donc c'est aussi pour donner une impression de laisser au personnage une certaine liberté. Oui. Oui, c'est difficile de... De la même façon, on sent que toutes les conversations qu'il y a eu entre eux peuvent réapparaître aussi. Oui. Intact. À un moment, vous dites d'ailleurs, j'aimerais bien, c'est ce qu'on disait au début, que peut-être tout ce qui a été peut réapparaître, mais exactement qu'on peut retrouver dans la rue, par exemple, quelqu'un avec la même robe qu'il avait il y a 30 ans, le même visage. C'est terrible parce que j'ai souvent une impression, dans certains quartiers de Paris, c'est peut-être un des moments bizarres, qu'on peut retrouver intact les gens que vous avez connus. Enfin, c'est très bizarre, c'est des impressions, souvent... C'est physique en même temps. C'est physique. On a quelquefois des impressions de déjà-vu. On a l'impression de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu mais souvent c'est purement physique, c'est-à-dire c'est une sorte de déconner, enfin de choses, on a étudié ça, et donc ce sentiment au détour d'une rue que vous aviez peut-être fréquenté à une époque où vous retrouviez quelqu'un, que vous allez c'est presque quelque chose d'hypnotique, comme ça que vous avez le retrouver, c'est quelque chose de physique, c'est un moment comme ça presque comme quand on a le vertige ou quand on a un étourdissement. Il y a une sorte c'est plus du domaine de la sensation que du domaine de la réflexion. Oui, c'est une sorte de chose bizarre, de vacillement hypnotique, une sorte de vertige. Enfin, vous avez l'impression que tout va recommencer. Et ça, j'ai souvent cette impression, en fait. Il y a aussi cette idée que
tous les sentiments, tous les mots sont liés aussi à des lieux. Oui. À un moment, je sais plus, dans Éphéméride, peut-être, vous parlez de Place des Peupliers, Oui. où un après-midi, on vous a dit que votre premier livre était accepté. Oui, c'est... Donc vous retenez la Place oui, des oui. Peupliers aussi. Oui, c'est toujours lié à des lieux ou à des rues. C'est peut-être lié à des périodes, évidemment, peut-être de la vie où on est souvent perdu, enfin on est souvent dehors, chaque événement, chaque rencontre est toujours lié à une rue ou à quelque chose qui a un rapport avec la ville, oui, une rue c'est lié, ça peut être lié aussi à des immeubles, des appartements, mais c'est aussi, au départ, c'est la rue où les rencontres, C'était juin 67, le livre est paru l'année d'après, l'année suivante. Oui, c'était juin 67, donc je me souviens très bien de cette place. Oui, puis c'était lié à tout un quartier du 13e, place des Peupliers, boulevard Kellerman, enfin tout un... Oui, c'est des choses qui vous restent très... C'est aussi des périodes de la vie où on voyage beaucoup dans Paris, parce qu'en fait, c'est pas simplement le fait de se promener, c'est aussi lié à des gens que vous connaissez, c'est grâce à eux qu'on connaît certains quartiers, donc des événements de votre vie ou des gens qui vous sont entraînés aussi dans différents quartiers, et ça crée un sentiment bizarre, comme si vous avez l'impression qu'il y a des quartiers étanches les uns aux autres, où il y a des morceaux de votre vie. Enfin, tout ça est disséminé comme des éclats dans toute la ville. Enfin, c'est quelque chose de bizarre. Évidemment, c'est très mystérieux parce qu'on se dit comment trouver une unité dans tout ça. Alors, vous pouvez croire que c'est la topographie qui peut vous servir de repère, c'est-à-dire vous pouvez fixer dans la topographie certains événements discontinus comme ça, mais c'est plus compliqué que ça parce que vous avez des souvenirs différents dans les mêmes endroits. Alors, ça se complique encore plus, si vous voulez. Il y a des choses qui sont étanches les uns aux autres, mais dans le même endroit. Alors évidemment, au début du siècle, il y avait des écrivains, il y avait une force romanesque qui faisait que certains romanciers avaient une puissance romanesque telle qu'ils arrivaient à faire des architectures très précises là-dessus, comme Proust, tout ça. Ils arrivaient à architecturer tout ça, mais évidemment, il faut non seulement avoir la force, mais en même temps, l'époque ne correspond pas. Alors donc, ça ne peut être que discontinu maintenant. Enfin, ça peut être exprimé que d'une manière discontinue. Enfin. Tout à l'heure, Patrick Modiano, vous avez dit qu'enfant, vous étiez aussi souvent avec votre frère dans des endroits que vos parents vous indiquaient et vous y alliez. Et ça a été très important aussi, la perte de votre frère, Rudy. Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de penser que cette enfance un peu incohérente était... La seule cohérence, en fait, c'est de la partager avec un frère ou une sœur, enfin, oui, avec un frère, là, ça rendait les choses un peu plus cohérentes. Évidemment, je m'imagine que si j'avais été seul, c'est vrai que là, il y avait une sorte de cohérence avec le côté un peu avec un frère. Oui, on peut développer aussi, il y a tout un univers qu'on partage, même donc ça donnait une sorte de cohérence en même temps. Souvent, je pense, il y avait une chose bizarre. Apollinaire avait une enfance très bizarre aussi. Il avait un frère aussi avec qui il partageait une enfance un peu chaotique qui m'avait rappelé un peu ce que j'avais vécu. Et donc, il avait un frère aussi. Évidemment, avec un frère, on partage on a moins l'impression peut-être du chaos. On peut partager il y a un univers commun en fait.
Oui, parce qu'on peut parler avec quelqu'un qui avait vécu la même chose que vous, on peut parler avec lui, on peut échanger. Et là, brusquement, oui, on se trouve, on est le seul qui reste de ce truc bizarre. Alors c'est un peu comme une sorte d'infirmité en fait. Oui, ça donne c'est quelque chose qui vous marque. Enfin, oui, ça. C'était important aussi après d'écrire, de lui dédier des livres. Oui, il y a toujours oui, c'était une manière aussi de refuser. Enfin, oui, enfin, c'est curieux. Oui, on fait comme si la personne était encore avec. Enfin, oui, c'était comme de continuer une sorte de dialogue. Oui. Il y a du soleil là tout à coup. Oui, après la pluie. Oui, ça change. J'aime beaucoup aussi, parfois, vous parler justement des saisons ou des moments en hiver, dans l'hiver, les premières journées de printemps, ou les entre-deux aussi. Oui, c'est-à-dire ce qui est bizarre, c'est que il y a des moments dans certaines saisons où d'autres saisons se mélangent. Oui, il y a des jours de printemps en hiver, il y a un hiver enfin, j'ai toujours été sensible mais quand il y a une sorte de mélange des saisons, parce qu'on a une impression d'intemporalité, c'est ça qui m'émeut, en fait. Tout devient intemporel, en fait. Les saisons par une sorte de surimpression se mélangent, tout ça. Oui, ça m'a toujours... Enfin, c'est une sensation que j'ai toujours éprouvée, en fait. Oui, ce télescopage des temps, en fait, dans l'horizon aussi. Oui, 20 ans sont en une seconde, on passe. On traverse 20 ans et on revient. Oui, quand les choses se superposent, quand il y a une surimpression, oui, il y a quelque chose qui devient intemporel. Oui, ça m'a toujours. Merci beaucoup, Patrick Modiano, pour cet après-midi. C'est vrai que je dis qu'il y a du soleil parce que tout à l'heure c'était tout noir et qu'il pleuvait. C'est justement ces espèces de surimpression. Brusquement, on est en été. Oui, moi, je suis sensible à cette espèce de mélange des saisons. Enfin.